Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait du Picasso, non? Ça doit être du Picasso, ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est une mire qui permet de tester la qualité de tes objectifs en fait. Ah d'accord, donc en gros c'est pour tester l'ouverture maximale de mon objectif, ou alors selon la distance focale de mon objectif. Non, il n'y a pas que ces deux critères-là à prendre en compte dans un objectif. Oui, je sais, il y a aussi le stabilisateur pour voir s'il est bon ou pas, et puis il y a aussi la vitesse de mise au point, en fait, le moteur de vitesse de mise au point. Non, mais il n'y a pas que ça. Ah bon? Il y a quoi d'autre? Bah, il y a la résolution de ton objectif. Les objectifs ont une résolution? Bon, bah on va voir ça aujourd'hui pendant le cours, alors c'est parti. Bienvenue dans ce nouveau cours de Deviens photographe. Alors aujourd'hui, comment choisir vos objectifs? Quand vous allez aller dans un magasin, bien souvent on va vous afficher deux critères en fait importants pour les objectifs. C'est la distance focale ici, que bien souvent même les vendeurs appelleront simplement zoom, ce qui est tout à fait faux. Et ensuite ici, l'ouverture maximale de votre objectif. C'est effectivement deux critères importants à prendre en compte, mais vous allez voir qu'il y en a trois autres aussi à prendre en compte. Le troisième, qui n'est pas des moindres, c'est le stabilisateur. C'est-à-dire que le stabilisateur va vous permettre de faire des photos avec une vitesse plus lente que le minima qu'il faudrait. Ensuite, il y a la vitesse de mise au point qui est aussi à prendre en compte selon le type de photo que vous voulez faire. Si par exemple votre but c'est de prendre des objets fixes dans un mini studio, effectivement la vitesse de mise au point n'est pas très importante. Mais par contre, si votre but c'est de faire en fait des photos de Formule 1 ou de Mirage 2000, là effectivement la vitesse de mise au point va être beaucoup plus importante. Le cinquième critère est malheureusement très souvent oublié, alors que c'est pour moi un des critères le plus important, si ce n'est le plus important. Ce critère est très simple, c'est la résolution des objectifs. Et oui, les objectifs ont une résolution. Beaucoup, quand je leur dis qu'il y a une résolution au niveau des objectifs, me regardent bizarrement en me disant « mais il n'a rien compris, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ?» Effectivement, il y a une résolution au niveau des objectifs, c'est ce qu'on verra en dernier plan. Comme j'ai voulu faire un tutoriel qui soit accessible à tout le monde, en fait, la dernière partie, c'est-à-dire la résolution des objectifs, je l'ai fait d'abord d'une façon très simple et en second, en fait, d'une façon plus complexe et plus complète, de manière à ne pas loser ceux qui voudraient apprendre vraiment ce qu'est la résolution d'un objectif. On y va? C'est parti, on va regarder le premier critère, en fait, ici, la distance focale. Déjà dans ce domaine, il existe deux grandes familles d'objectifs. Les distances focales variables, c'est-à-dire qu'en gros vous allez pouvoir zoomer et dézoomer avec votre objectif, et les distances focales fixes, comme celui-ci par exemple qui est à 100 mm ou le 50 mm 1.2 qui est en train de filmer ici. C'est-à-dire qu'ici je suis en 100 mm ou celui qui est en train de filmer en 50 mm fixe et je ne peux pas zoomer ou dézoomer, j'ai toujours 100 mm ou 50 mm. Une distance focale s'exprime en millimètres. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'une distance focale? Bonne question. Une distance focale, en fait, c'est une mesure indirecte de la puissance de convergence, c'est-à-dire en gros le focus, et de divergence, c'est-à-dire de diffusion de la lumière d'un système optique. Ça vous a avancé, non? Non? Vous voyez toujours pas ce que ça veut dire? Bon, alors de façon plus simple, la distance focale, c'est tout simplement la distance qui sépare le centre optique de mon objectif de la distance d'un objet situé à l'infini. Non? Ça vous aide pas plus? Alors, je vous renvoie vers le tutoriel Full Frame APS-C où j'explique déjà en long, en large ce qu'est la distance focale, ce qu'est l'angle de champ selon le type d'objectif. Vous y apprendrez déjà beaucoup de choses, ce qui fait que je n'ai pas besoin de continuer à m'étendre sur ce sujet-là beaucoup plus. Donc la distance focale ici va s'exprimer ici en millimètres. Comment connaître en fait votre distance focale? Il suffit de regarder ici les chiffres. Ici, vous avez ici par exemple 24, 35, 50, 105, 70. Donc ici, en fait, la première chose quand vous allez acheter votre objectif, c'est de savoir si c'est une distance focale fixe ou variable. Sur une distance focale variable, souvent on regarde le premier et le dernier chiffre. Celui-ci, par exemple, on va indiquer que c'est un 24, 105 mm. C'est-à-dire qu'en gros, je peux avoir une distance focale qui varie de 24 mm, c'est-à-dire un angle de champ large, à 105 mm, c'est-à-dire un angle de champ beaucoup plus restreint. Le 50 mm, vous en avez souvent entendu parler, en fait, on parle de l'objectif standard. Ça ne veut pas dire que vous voyez la même chose sur votre photo que ce que vous voyez à l'œil nu. Déjà, on parle d'un seul œil. C'est-à-dire qu'en gros, ici, on va parler d'un angle de champ pour un seul œil.
L'être humain a deux yeux, il ne voit pas la même chose non plus que par exemple un vautour ou un chien ou un cheval, puisque les yeux ne sont pas placés dans le même sens au niveau des optiques. Résultat des opérations, nous, notre champ en fait, de vision, les deux yeux vont, le champ de vision des deux yeux, excusez-moi, va se croiser. C'est-à-dire qu'en gros, là, on ne peut pas parler d'un angle de champ correspondant aux 50 mm. L'œil humain voit plus large. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut voir aussi la partie nette, la partie floue, donc c'est assez complexe. Mais surtout, ne vous y trompez pas, le 50 mm n'a jamais été dit au niveau des photographes professionnels que ça correspond à l'angle de champ de la vision humaine. Pas du tout. En fait, ça correspond à la même... C'est-à-dire que quand vous prenez en 50 mm, vous aurez la même perspective qu'à l'œil humain. Donc ici, la première chose, je vous disais, la distance focale, le 50 mm, en fait, ça correspond au niveau des perspectives, à ce que voit l'œil humain. Du coup, on se base souvent sur celui-ci pour savoir en fait de combien je vais pouvoir zoomer ou dézoomer. Par rapport aux 50 mm, donc, si vous êtes en 100 mm, eh bien tout simplement vous zoomez 2 fois. 50 x 2 égale 100 mm. Si vous êtes en 200 mm, vous l'avez compris, vous zoomez 4 fois. Si vous êtes en 25 mm, vous dézoomez 2 fois par rapport aux 50 mm. Ça, c'est un premier critère du coup pour savoir de combien vous pouvez zoomer et dézoomer. Du coup, il y a deux généralement configurations si vous voulez vous équiper de focales variables. C'est-à-dire que soit vous prenez en fait une distance focale qui va vous permettre de faire un peu tout, du style celui-ci, un 24-105 mm ou un 18-200, un 18-150. Du coup, en fait, vous pouvez prendre ces objectifs-là. Généralement, ils sont plutôt bon marché. Ils vont avoir une ouverture variable obligatoirement. Je vous explique tout à l'heure pourquoi en deuxième partie. Et par contre, le truc, c'est que du coup, vous n'en avez qu'un seul à traîner. Il est du coup assez léger proportionnellement à la distance focale qu'il couvre, c'est-à-dire entre le 18 et le 200 mm par exemple. Donc, ça a certains intérêts au niveau budget et au niveau de l'encombrement. Par contre, il faut être honnête, comme je vous le disais, ce n'est pas les meilleurs objectifs. Il va y avoir beaucoup de déformations, puisque du coup, comme je zoome beaucoup et je dézoome beaucoup, il va y avoir beaucoup de mouvements de lentilles. Et du coup, ce n'est pas la meilleure qualité. On va voir tout à l'heure en dernière partie aussi que ça joue sur la résolution des objectifs. Sinon, vous pouvez vous équiper de 3 objectifs. En fait, la deuxième configuration est souvent celle-ci. C'est-à-dire que je vais prendre un grand angle, c'est-à-dire le grand angle, c'est en dessous du 50 mm. Un transstandard, c'est-à-dire qu'en gros, il tourne autour du 150 mm. Et un téléobjectif qui, lui, est au-dessus du 50 mm. Du coup, soit vous prenez un grand angle qui va faire un 17-40 mm par exemple, qui va vous permettre de faire tous les plans larges que vous voulez, les paysages ou ce genre de choses. Ensuite, après, vous prenez un transstandard, c'est-à-dire qui va tourner autour du 50 mm, du style un 24-70 mm par exemple, et vous prenez un téléobjectif plus loin qui va prendre par exemple un 70-200 mm. L'avantage de cette configuration-là, c'est qu'avec 3 objectifs, vous avez des distances focales plus courtes pour chaque objectif, ce qui fait qu'il y a moins de déformations, la résolution de ces objectifs-là est meilleure, et vous allez souvent avoir des ouvertures plus grandes. La contrepartie, c'est que du coup, vous allez avoir 3 objectifs toujours à trimballer, vous allez être obligé de les changer régulièrement, ce qui fait que vous allez salir plus vite votre capteur. Ça, je vous renvoie vers la vidéo pour nettoyer votre capteur si jamais vous voulez savoir comment nettoyer votre appareil photo, même en général. Ensuite, l'autre problème que vous allez avoir, c'est que du coup, avec 3 objectifs, vous avez plus de poids qu'avec un seul objectif. Vous allez aussi avoir un budget plus important, ça c'est clair. Mais par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, vous aurez une meilleure résolution d'image et vous aurez une meilleure qualité d'image aussi. Moi, ce que je conseille, soit vous achetez 3 objectifs parce que vous avez un budget qui vous le permet. Alors attention, vérifiez sur les 5 critères que je vais vous expliquer aujourd'hui de manière à prendre une bonne qualité d'objectif. Pour la bonne résolution, c'est qu'un objectif peut vous durer un petit moment tout de même. Donc soit vous prenez 3 objectifs, soit vous en prenez qu'un seul au départ qui va vous permettre de faire un peu tout mais qui n'aura pas la meilleure qualité, et vous prenez à côté des objectifs fixes. Si par exemple votre but c'est de faire des photos de vos proches, et bien tout simplement prenez un beau 50 ou un 85 mm de qualité, ce qui est à-dire un objectif fixe qui ne va pas pouvoir zoomer ou dézoomer mais qui va vous permettre de faire des beaux portraits avec une qualité assez importante. Souvent sur les objectifs fixes, la qualité est bien meilleure que sur les téléobjectifs, c'est-à-dire en gros sur les zooms, c'est-à-dire là où je peux zoomer et dézoomer. Voilà ce qu'on peut dire sur la distance focale. On va passer sur l'ouverture. Le deuxième critère à prendre en compte dans votre objectif, c'est l'ouverture. Alors comme tout à l'heure pour les distances focales qui avaient une distance focale variable et une distance focale fixe, là vous allez avoir aussi 2 grandes familles dans vos objectifs, c'est-à-dire que vous allez avoir une ouverture fixe et une ouverture variable. Le chiffre de l'ouverture se trouve ici. 1, 2 points, suivi d'un chiffre ou 2 chiffres. Ou alors, vous allez le trouver sur beaucoup d'autres objectifs ici, sur une bague ici avec des chiffres, 1, 2 points, suivi de 2 chiffres.
Pourquoi un chiffre? Pourquoi deux chiffres? Un chiffre quand c'est une ouverture fixe, deux chiffres quand c'est une ouverture variable. Les ouvertures fixes, en fait, sont plus gros que les ouvertures variables. Première chose déjà, c'est que pour une distance focale fixe, j'ai forcément une ouverture fixe. Puisque, en fait, l'ouverture variable va venir du fait qu'on a une distance focale variable aussi. C'est-à-dire que tous les objectifs à distance focale fixe ont forcément une ouverture fixe, puisqu'en fait, je ne peux pas zoomer ou dézoomer. Celui-ci, par exemple, c'est un f2, celui qui filme, c'est un f1.2, j'ai un 85 mm qui est aussi un f1.2. On a ici un 70-200 mm qui est un f2.8, vous voyez qu'il est assez gros aussi. Pourtant, il ne couvre que de 70 à 200 mm. Mais par contre, il ne va pas varier. Alors, les ouvertures variables, elles, c'est quoi? Quand vous allez mettre ici, par exemple, prenons un 24-105 mm, celui-ci est un f4 fixe, mais imaginons qu'il soit en 3.5, 5.6. Eh bien, quand je vais être à 24 mm ici, quand vous allez, par exemple, si vous êtes en priorité ouverture ou en mode manuel, je vous renvoie vers vos guides d'utilisateurs de votre appareil photo, mais vous allez ouvrir ici au maximum le diaphragme de votre objectif. Eh bien, vous allez voir que vous allez pouvoir ouvrir jusqu'à 3,5. Par contre, quand vous allez prendre la distance focale la plus longue, c'est ici 105 mm, eh bien, sans rien toucher à côté, vous allez voir que de 3,5, il va passer à 5,6. C'est-à-dire qu'en gros, bien souvent, une erreur est faite en disant, plus je zoome, en fait, plus mon objectif se ferme. C'est pas tout à fait vrai. Pour calculer en fait cette ouverture, on prend la distance focale divisée par le diamètre de l'ouverture de mon diaphragme. Résultat des opérations, sur les ouvertures variables, le diaphragme est déjà ouvert à fond au départ et du coup avec la distance focale qui varie, eh bien le chiffre varie aussi. Mais en fait l'ouverture est la même, il y a juste que le ratio change entre les deux. Si jamais j'ai une ouverture fixe, eh bien tout simplement au départ mon diaphragme n'est pas ouvert au maximum, mais au fur et à mesure que j'augmente ma distance focale, le diaphragme s'ouvre tout autant. Résultat des opérations, je garde exactement le même ratio, donc j'ai une ouverture fixe, excusez-moi. Donc voilà le premier truc. Ce qui fait que si on comprend ça, eh bien vous comprenez pourquoi les ouvertures fixes et les objectifs à ouverture fixe sont beaucoup plus gros que les ouvertures à objectifs variables. Par exemple, un 18-200 mm est plus petit que celui-ci qui ne couvre même pas la même distance focale. Donc, deux choses quand vous voulez vous équiper. Soit vous prenez que des ouvertures fixes, mais comme vous voyez ici, c'est assez gros et assez lourd. Je n'ai que des ouvertures fixes, mais elles sont assez lourdes et assez gros, et ils sont aussi assez chers. Soit vous prenez des objectifs à ouverture variable, ça veut dire qu'ils vont vous permettre déjà de couvrir bien souvent une distance focale bien plus large, du style vous allez pouvoir avoir des 18-200. Imaginez celui-ci en 18-200. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 77 mm au niveau du diamètre de ma lentille externe. Il faudrait pratiquement passer à 140 mm pour avoir la même chose en 18-200, ce qui serait impossible. L'objectif serait dans les 3 kg. Imaginez sur une journée de mariage, 17 heures à tenir 3 kg à bout de bras. Ça ferait beaucoup. Donc, résultat des opérations, en fait, les ouvertures fixes ne peuvent pas avoir la même distance focale qu'une ouverture variable. Donc, le truc, voilà, c'est que si vous prenez une ouverture fixe, forcément, attendez-vous à ce qu'il soit plus gros, qu'il soit donc plus lourd aussi, et que la distance focale soit plus courte aussi. Par contre, une ouverture variable va permettre d'avoir des distances focales plus longues, des objectifs plus petits, moins chers et plus légers. Prenons cet exemple ici. Si jamais je zoome ici de 24 à 105 mm, eh bien moi en fait je ne perds aucune luminosité, c'est-à-dire que je suis à f4 tout le temps. Si j'ai un objectif 3.5, 5.6, c'est bien quand vous allez être à 24 mm, il va être légèrement plus lumineux que celui-ci qui est f4, c'est-à-dire un tiers de cran fermé de plus. Donc j'ai un tiers de lumière en moins. Par contre, quand je vais zoomer à 105 mm alors que le mien reste à f4, l'autre va passer à 5.6, c'est-à-dire qu'en gros, il va être 2 fois moins lumineux. Résultat des opérations, pour faire la même photo, soit je prends 2 fois plus de temps pour prendre ma photo avec le 5.6 qu'avec le f4, soit, eh bien, en fait, il va falloir que je double mes ISO, puisque l'ouverture étant 2 fois plus petite, il faut que je trouve 2 fois plus de lumière ailleurs, soit dans les ISO, soit dans le temps de pause. Voici ce qu'on peut dire sur l'ouverture de vos objectifs. Donc attention, je vous disais, un objectif à ouverture fixe est beaucoup plus cher qu'un objectif à ouverture variable, seulement ils sont plus lumineux et on va voir tout à l'heure que sur la résolution, ils sont bien souvent de meilleure qualité. On passe au troisième et quatrième critère qu'on va voir assez rapidement, le stabilisateur et la vitesse de mise au point. Deux autres critères à prendre en compte, c'est le stabilisateur. Par exemple, celui-ci est stabilisé, celui-ci est stabilisé, celui-ci n'est pas stabilisé, j'ai un 24-70 qui n'est pas stabilisé, un 600 mm qui est stabilisé, un 50 mm qui n'est pas stabilisé, un 85 mm qui n'est pas stabilisé, enfin bref.
c'est une chose à prendre en compte. À quoi va servir le stabilisateur? Pour faire très simple, en fait, le stabilisateur, c'est un petit moteur qui se trouve dans votre objectif qui va ajuster, en fait, qui va contrer vos mouvements en faisant le mouvement inverse, on va dire au niveau des lentilles, de manière à éviter le flou de bouger. Alors, selon les marques, selon les objectifs, vous n'avez pas la même qualité. Les meilleurs stabilisateurs se trouvent chez Nikon. Pour la plupart, ils vont vous permettre de diminuer jusqu'à 3 la vitesse du temps de pause, la vitesse minimale. Vous vous souvenez, la vitesse minimale normalement pour un temps de pause, si jamais je suis pour une scène fixe, bien évidemment, une scène en mouvement, il va falloir prendre en compte le mouvement du sujet que vous prenez en photo, mais pour une scène fixe, en fait, c'est 1 sur la focale. C'est-à-dire que si je suis à 50 mm, c'est 1/50e de seconde, si je suis à 200 mm, c'est 1/200e de seconde. J'expliquerai pourquoi un autre jour. Eh bien, en fait, si vous avez un stabilisateur, vous allez pouvoir diminuer par 2 ou par 3 cette vitesse-là. C'est-à-dire qu'en gros, si je suis en 200 mm, je vais pouvoir descendre à 1/100e de seconde, voire 1/75e de seconde si vous êtes chez Nikon. Chez Canon, en fait, il est conseillé de descendre jusqu'à 2 fois maximum la vitesse minimale, c'est-à-dire que de 1/200e, par exemple, si je suis en 200 mm, je vais pouvoir descendre jusqu'à 1/100e de seconde. Donc, c'est un gain qui va vous permettre d'avoir des meilleures photos, d'éviter les flous de bouger quand vous prenez des photos dans des conditions de lumière difficiles. Le deuxième critère, en fait, c'est la vitesse de mise au point. C'est-à-dire que quand vous allez appuyer ici, votre objectif va faire la mise au point sur votre sujet selon là où vous avez placé votre collimateur. Ça, je vous renvoie vers votre user guide de votre appareil photo et de votre objectif pour savoir où choisir votre collimateur. Donc, une fois que vous allez faire votre mise au point ici, il va falloir un certain laps de temps à votre objectif pour faire la mise au point. Et ça, c'était un critère qui était assez handicapant au départ, puisque certains objectifs bas de gamme avaient vraiment un temps de mise au point assez long, en fait. C'est de moins en moins vrai, de plus en plus, les objectifs maintenant ont une vitesse de mise au point assez rapide, mais il y a encore une différence entre les deux. Chez beaucoup de marques, en fait, comme chez Canon, Nikon et compagnie, vous avez deux sortes, en fait, de mise au point. Résultat des opérations, faites attention, l'une est plus rapide que l'autre. Bien évidemment, la plus rapide est aussi la plus chère. Donc je vous renvoie vers les constructeurs pour savoir en fait les différentes moteurs. En fait, c'est les moteurs qu'il y a à l'intérieur de votre objectif qui permettent de faire les mises au point. En fait, pour savoir la différente qualité de mise au point que vous avez dans les objectifs. C'est aussi un critère à prendre en compte selon le type de photo que vous voulez faire. Comme je vous le disais tout à l'heure, si votre but c'est de prendre que des escargots, effectivement la vitesse de mise au point est moins importante. Par contre, évidemment, si vous voulez prendre des choses en mouvement assez rapidement, là, il va falloir faire attention. Si vous voulez prendre votre enfant qui passe en vélo, ben là, c'est pareil. Si votre vitesse de mise au point n'est pas assez bonne, ça ne sera pas bon. Je le vois souvent lors des stages que je dispense, quand je leur apprends, par exemple, à faire un filet, eh bien, les appareils photo du style bridge, voire certains hybrides, en fait, ont une vitesse de mise au point assez lente. Résultat des opérations, ils ont du mal à avoir une photo bien nette au niveau du filet, puisque le but, c'est de suivre un objet qui s'avance ou qui s'éloigne par rapport à nous. Donc ça, c'est un critère à prendre en compte. Voilà, pour ces deux critères, je ne vais pas m'étendre plus. Le stabilisateur et la vitesse de mise au point, c'est aussi deux critères à prendre en compte. Maintenant, on passe dans le sujet le plus important, c'est-à-dire la résolution. Et vous allez voir que beaucoup de gens l'oublient alors que c'est un critère très important. Bien souvent oublié lors de l'achat des objectifs, une chose absolument primordiale, la résolution de vos objectifs. La résolution de vos objectifs va permettre de quantifier la netteté obtenue sur une photo. Alors, ce n'est pas seulement l'objectif, c'est en fait l'objectif plus l'appareil photo. Par exemple, le 50 mm qui est en train de filmer là ici sur mon 5D Mark III, quand je l'avais sur mon 5D, mon vieux, si je le monte sur mon ancien 5D qui fait 17 millions de pixels, c'est là les données du capteur, 17 millions de pixels, eh bien en fait j'en ai à peine 11 millions de pixels en vrai sur ma photo. Si je le monte sur mon Mark II ici, eh bien, je monte à 14 millions de pixels. Pourtant, mon Mark II est à 21 millions de pixels au niveau du capteur. Si je le monte sur mon Mark III, eh bien, je monte ici à 16 millions de pixels, alors que le capteur contient 22 millions de pixels. Il y a encore 2 ans, on voyait une course aux millions de pixels au niveau des constructeurs. Eh bien, il faut savoir que ça ne servait à rien. C'est-à-dire qu'on vous vendait des capteurs avec un maximum de millions de pixels et à chaque génération, ça doublait. Si on regarde le 5D première version qui contient 17 millions de pixels, le 5D deuxième version qui contient 21 millions de pixels, donc là, il y a une évolution assez importante. Et en fait, le 5D Mark III qui, lui, contient 22 millions de pixels. Du coup, ils se sont arrêtés de courir aux millions de pixels puisque ça ne servait plus à rien.
En effet, il va falloir qu'ils fassent évoluer leur gamme d'objectifs avant de continuer à courir après les millions de pixels. Si on prend le 24-70 ouverture 2.8 chez Canon, eh bien la nouvelle version, puisqu'il y a une version 2 de cet objectif-là, eh bien a augmenté au niveau de la résolution, ce qui permet d'avoir une meilleure qualité d'image. Qu'est-ce que la résolution? On parle de millions de pixels et à quoi ça correspond? Une photo, c'est quoi? Une photo, c'est juste des points de couleur les uns à côté des autres. Quand on parle de 22 millions de pixels sur un capteur d'un appareil photo, eh bien ça veut dire que cet appareil photo-là, ce capteur-là, contient 22 millions de photosites qui vont permettre de capter les photons, puisque c'est comme ça que la photo se fait, c'est-à-dire on capte un certain nombre de photons qui vont nous permettre de récupérer la couleur et la luminosité dans une photo. Le truc, c'est qu'évidemment déjà la taille du capteur va jouer, c'est-à-dire que plus j'ai un grand capteur pour le même million de pixels, plus je vais avoir une qualité importante. En fait, si vous prenez 22 millions de pixels sur un 24-36 mm, ou si vous prenez un 22 millions de pixels sur un APS-C, évidemment le grand capteur le remporte au niveau de la qualité. Pourquoi? Parce que les photosites, excusez-moi, de votre capteur étant plus grands, ils sont de meilleure qualité. Résultat des opérations, il vaut mieux avoir plus de millions de pixels sur un grand capteur que sur un petit capteur. Ça, c'est la première chose à connaître. Deuxième chose à connaître, en fait, c'est le couple appareil photo et objectif, la résolution que l'on va obtenir réellement. On peut aussi en parler de cercle de confusion, même si le cercle de confusion est généralement plus utilisé pour les yeux que pour un système optique appareil photo objectif. Quand on va prendre une photo, il va se passer trois éléments principaux. Le premier, c'est que votre image va passer à travers votre objectif. Ensuite, elle va arriver sur le capteur qui va capter, d'où son nom en fait, l'image que vous êtes en train d'essayer de saisir. Et enfin, derrière, on va digitaliser un signal analogique. C'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est analogique, et digitalisé, c'est-à-dire que je transforme en 0 et en 1 l'image que j'ai devant mes yeux pour que je puisse l'afficher sur un fichier, enfin le mettre dans un fichier numérique et après pouvoir l'imprimer à travers des imprimantes qui sont elles aussi digitales. Ces trois étapes-là vont dégrader la qualité de votre photo. Le premier, c'est l'objectif et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Eh bien, déjà votre objectif, selon la qualité de votre objectif, c'est-à-dire en gros la qualité des lentilles qu'il y a à l'intérieur, puisque chaque lentille ne se vaut pas. Les Leica sont données comme étant les meilleures dans le système optique aujourd'hui au niveau des appareils photo. Aussi, par rapport au nombre de quantités de lentilles que je peux avoir dans mon objectif. Plus j'ai un nombre de lentilles importantes, plus il va falloir que l'image que j'ai devant moi passe à travers différents filtres de verre, c'est vrai, mais ça va dégrader aussi la qualité de mon image qui va arriver à la fin sur mon capteur. C'est justement, on va dire, le coefficient de netteté de vos objectifs. Je vous disais tout à l'heure, le 50 mm qui est en train de filmer, que je sois sur le 5D Mark I, Mark II ou Mark III, ne me donne pas la même résolution. Malgré tout, dans tous les cas, même sur mon Mark III, en fait, alors qu'il est donné pour 22 millions de pixels, là je parle de l'appareil photo, j'obtiens avec ce couple-là, objectif 50 mm plus l'appareil photo, seulement 16 millions de pixels. Comment ça va se concrétiser? Eh bien tout simplement, quand vous allez zoomer au 1 pour 1, votre photo, vous allez voir qu'elle n'est pas aussi nette que si vous la regardez d'un peu plus loin. Si par contre j'avais 22 millions de pixels, eh bien en la zoomant en 1 pour 1, effectivement sur mon ordinateur j'aurai une bonne qualité. Ceci dit, il faudrait prendre aussi en compte la qualité de votre carte graphique et aussi de votre écran. Et oui, vous voyez que pour regarder une photo, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc ici aujourd'hui, on va se baser seulement sur la résolution de vos objectifs. Alors, comment on note déjà ça? C'est-à-dire quelles sont les unités de mesure? Là, il y en a beaucoup. Bien souvent, on va parler de résolution, comme je le fais depuis tout à l'heure. En fait, c'est un abrégé. En vrai, le vrai nom, ce serait la résolution spatiale. C'est l'unité la plus utilisée, en fait, lorsque l'on parle de résolution d'objectif. Mais on va parler aussi de pouvoir de résolution, de pouvoir de séparation, de pouvoir séparateur. C'est aussi des unités qui sont utilisées dans les systèmes de mesure, en fait. Alors, ça va dépendre aussi du site ou de l'outil que vous allez utiliser pour mesurer, en fait, la résolution de votre objectif. On va parler simplement aujourd'hui de la résolution, c'est-à-dire en gros de la résolution spatiale de votre objectif.
Qu'est-ce que la résolution spatiale d'un objectif? Eh bien, en fait, à force de passer à travers des lentilles, les points bien nets que vous avez en face de vous vont arriver légèrement floutés sur votre capteur. Si on prend le graphique que vous avez ici, vous voyez que si j'ai deux points nets, qu'ils sont l'un à côté de l'autre, ça ne pose absolument aucun problème, puisque je vois bien, du fait qu'ils sont bien contrastés. Là, je vous renvoie vers le tutoriel lumière douce, lumière dure, pour comprendre ce que c'est que le contraste ou le diffus. Donc si les points sont bien contrastés, le contour des points est bien net, donc quand je les mets l'un à côté de l'autre, on distingue bien les deux points. Si par contre, et c'est toujours le cas, ils passent à travers des lentilles, ils vont être légèrement floutés, ben vous voyez que si j'ai les mêmes points mais floutés et que je les mets l'un à côté de l'autre, j'ai plus de difficulté à distinguer en fait la limite entre chacun des points. Eh bien c'est exactement ça la résolution spatiale. La résolution spatiale, c'est la distance nécessaire entre deux points pour que je puisse les distinguer sur mon capteur. On va dire que c'est la définition simple de la résolution spatiale. Donc c'est la distance minimale entre deux points pour que je puisse les distinguer les deux. C'est-à-dire que vous voyez ce graphique, comme je vous le montrais tout à l'heure, eh bien, du fait du flou et du fait qu'ils sont trop proches l'un de l'autre, je ne peux pas distinguer où commence l'un et où finit l'autre. Donc il faut, en fait, lors des tests, on va vérifier à partir de quand on n'est plus capable de distinguer les deux points l'un de l'autre. C'est ce qu'on appelle justement la résolution qu'on obtient sur le capteur. Encore une fois, c'est le couple capteur-objectif qui va faire qu'on va obtenir une résolution plutôt qu'une autre. Le problème qui va se poser quand vous allez choisir votre objectif, donc au niveau de la résolution de votre objectif, c'est de savoir en gros comment il dilue chaque point de manière, comment il les rend plus ou moins flous quand ils arrivent sur mon capteur. Et vous allez voir que, en fait, à deux objectifs, distance focale et ouverture focale identiques, nous n'obtenons pas du tout la même chose selon la qualité de l'objectif. C'est un des critères importants à prendre en compte. Imaginez, même si je mets cet objectif-là sur un 22 millions de pixels, j'en obtiens à peine 14. 14, 15 pour le 70-200 ouverture de 8. Résultat des opérations, imaginez avec l'optique toute petite que vous avez sur vos téléphones, quand on vous le vend à 20, 30 millions de pixels, en réalité, les millions de pixels que vous obtenez. Évidemment, les optiques étant beaucoup moins bonnes, le contour des points va être beaucoup moins net. Résultat, il faudrait les séparer beaucoup plus pour avoir une netteté correcte. Résultat des opérations, vous êtes très loin d'avoir 20 millions de points sur votre photo ou 30 millions de points sur vos photos quand vous prenez avec vos téléphones portables. Donc ne courez pas aux millions de pixels pour vos téléphones portables, ils en sont très loin par rapport à ce qu'ils annoncent. Ils annoncent 20-30 millions de pixels, ça c'est le capteur, mais en vrai sur vos photos, vous avez du 4 à 6 millions de pixels maximum. Vous imaginez, il y a beaucoup de delta entre les deux. Donc je vous disais ici, la résolution spatiale correspond en fait à l'écart que je dois avoir entre deux points, puisque je vous rappelle qu'une image c'est juste deux points les uns à côté des autres, pour obtenir une photo nette. Quand je vais zoomer sur ma photo, eh bien si je zoome à 1 pour 1 et que j'ai une résolution plus petite au niveau de mon objectif qu'au niveau de mon appareil photo, si je zoome ma photo à 1 pour 1, elle ne sera pas nette. Si par contre je la regarde à 75-50% de grossissement seulement, là elle sera beaucoup plus nette. Pourquoi? Parce que comme je diminue en fait la taille de mon image, je diminue aussi la résolution nécessaire pour l'afficher et elle correspond à la résolution de mon objectif avec mon capteur. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai un appareil photo qui est capable de prendre du 22 millions de pixels, mais que le couple objectif-appareil photo ne peut pas me donner plus de 16 millions de pixels, eh bien, si je zoome à 1 pour 1, je regarde 22 millions de pixels, sauf que je n'ai que du 16. Il a un peu grossi chaque point pour me donner du 22 millions de pixels. Résultat des opérations, j'obtiens un piqué qui n'est pas très net. Le piqué, c'est la netteté des contours des objets que je peux avoir sur ma photo. Si par contre je regarde zoomer à 1/3, ou enfin 1/3 ça fait pas beaucoup, mais on va dire 2/3 ou à la moitié, effectivement la résolution sera bien meilleure. Le seul truc, c'est que ça va dépendre de vos objectifs. Alors, pour être plus précis, en fait, on ne va pas utiliser point par point. On va plutôt utiliser des bandes noires,
blanches comme vous les voyez ici. Si j'ai un contraste très fort, vous voyez que les bandes noires et blanches sont très bien sur une des parties du graphique. Par contre sur la deuxième partie, vous voyez que du fait de la qualité de mon capteur et de mon objectif, en fait les points arrivent plus ou moins flous sur mon capteur. Vous voyez qu'ici la résolution, en fait les bandes se distinguent moins bien. Maintenant imaginez, là ce sont des grosses bandes, mais si on les regarde sur un capteur, voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'en bas, quand c'est très très net, effectivement, je suis capable de distinguer chaque ligne. Par contre, quand c'est tout petit comme ça, sur la deuxième partie, là où c'est flou, je suis incapable de distinguer chacune des lignes. C'est-à-dire qu'en gros, ici, on ne peut pas dire que la résolution soit nette. Il faut pouvoir distinguer chacune des lignes. Donc pour la netteté spatiale, en fait, on mesure jusqu'à où je peux resserrer, jusqu'à combien je peux resserrer les points, ou plus exactement les bandes noires et blanches, pour tout de même réussir à distinguer, chacune des bandes. Pour les autres unités de mesure dont je vous donnais tout à l'heure les indications, c'est-à-dire le pouvoir de résolution ou le pouvoir de séparation ou le pouvoir séparateur, en fait c'est à peu près l'inverse, on va dire. C'est-à-dire que là, en fait, on va faire un peu l'inverse. On va prendre plutôt une surface au départ, généralement c'est 1 mm, et on va voir sur 1 mm combien de bandes je peux compter de façon distincte sur ma photo. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, une fois passé à travers mon objectif et sur mon capteur, plus la digitalisation derrière, à la fin, combien je peux compter de bandes de façon nette sur 1 mm seulement, de 1 mm carré de ma photo. C'est ça qui va donner la résolution de votre photo. Et c'est comme ça que l'on mesure en fait la résolution de votre photo. Alors pour faire ça, en fait, les laboratoires qui vont faire ça vont utiliser une mire ici, comme vous le voyez ici. C'est la mire conseillée par l'ISO 12233 ici. Donc pour les mesures, en fait, il va falloir que, évidemment, si vous voulez utiliser cette mire-là, elle est à télécharger sur le blog, donc vous pouvez trouver l'URL si vous êtes sous la vidéo, si vous êtes sur YouTube, ou dans l'article si vous êtes qui est juste au-dessus de cette vidéo, si vous êtes sur le blog. Et bien en fait ici, vous allez télécharger cette mire et vous allez faire vos tests. Mais pour ça, il faut que ce soit précis, net. Déjà, l'appareil photo est sur trépied, de manière à ne pas bouger. Secondo, vous allez avoir une lumière assez forte et surtout uniforme sur la totalité de la mire. Il ne faut pas qu'il y ait une partie plus éclairée que l'autre. Donc, 2 spots, un peu comme j'ai là pour filmer ici, bien juste de chaque côté, de manière à avoir une lumière très uniforme dessus. L'autre truc, c'est au niveau de la mise au point. Eh bien, bien souvent, les laboratoires vont faire plusieurs photos consécutives en changeant légèrement la mise au point, parce qu'effectivement, la mise au point va aussi faire la netteté de votre photo. Donc, il va falloir faire avec plusieurs mises au point. Et après, vous allez regarder selon les lignes obliques, selon les lignes verticales, horizontales, combien vous arrivez à en compter sur 1 mm de diamètre ou jusqu'à où vous pouvez resserrer pour toujours distinguer chacune des lignes ici. Vous voyez qu'il y a des graphiques très différents sur cette charte-là, et donc ça va vous permettre de donner pas mal d'indications. Dernier truc, il faut absolument que votre objectif soit bien pile poil au centre de votre mire. C'est-à-dire qu'ici, au centre de la mire, vous voyez cette petite spirale ici, il faut que le centre de votre photo soit bien là, et du coup, comme la charte, en fait, ici, excusez-moi, la mire, ici, fait du 4/3, et bien, les rebords doivent être pile poil, les rebords noirs, hein, doivent être pile poil sur les rebords de votre photo pour mesurer précisément votre qualité d'objectif. Alors, une chose que vous allez voir, c'est qu'en fait, au centre de votre objectif, la qualité sera meilleure que sur les extrémités de votre photo. Pourquoi? Parce que les extrémités des lentilles en fait sont plus courbes. Puisque justement, et alors plus je vais vers un grand angle et pire c'est, si vous prenez un fisheye par exemple, la lentille externe est très courbe, puisque en fait le but c'est de ramener tous les rayons extérieurs sur un plan de focale très large vers le point de focus derrière. Donc évidemment en fait, plus j'élargis en fait mon plan de focale, plus il me faut une lentille courbe à côté. Le truc c'est que du coup ça déforme énormément la photo, et sur les bords en fait de votre photo, la netteté est beaucoup moins bonne. C'est pour ça que, par exemple, même si je peux avoir une distance focale infinie, c'est-à-dire en gros passer en hyperfocale en f2.8, en f4, en f5.6, si mon appareil photo me permet d'ouvrir à f4 ou f5.6, eh bien je ne vais pas prendre mes photos à f5.6 ou f4. Parce que à ce moment-là, sur ma photo qui est rectangulaire, eh bien 4 morceaux de ma photo, les 4 coins ici de ma photo, vont toucher les bords de mes lentilles. Alors que si jamais je ferme un petit peu mon objectif,
eh bien, je ne vais plus utiliser les bords de mes lentilles, mais seulement l'intérieur de mes lentilles. Donc, j'aurai moins de déformations, j'aurai moins de problèmes. En plus, qui plus est, je vous disais, à l'extérieur, c'est plus flou, c'est-à-dire que la netteté est moins bonne. Donc, le fait d'avoir aussi une grande ouverture va vous permettre de ne pas l'utiliser à fond et de diminuer un peu votre ouverture pour avoir une meilleure qualité d'image et en utilisant, du moins, excusez-moi, que le centre des lentilles de votre objectif. Ça va aussi améliorer la netteté et donc le nombre de millions de pixels du couple objectif appareil photo si vous ne l'utilisez pas à fond. Bien souvent, en fait, c'est comme tout ce qui est électronique ou mécanique, c'est quand je suis au milieu que j'ai le meilleur résultat. Parce que si vous ouvrez trop, vous avez cette déformation, vous avez du vignettage, des problèmes chromatiques qui vont apparaître aussi, et je vous disais, le bord de vos lentilles est beaucoup moins précis, c'est-à-dire beaucoup moins net que le centre de votre lentille. Si vous fermez à fond à l'inverse, eh bien vous allez avoir des problèmes de diffraction qui vont apparaître, ce qui fait que ça va reflouter votre photo. Donc le mieux, ça va être entre f8 et f16, qu'on va toujours obtenir généralement le meilleur résultat pour des objectifs qui ouvrent entre, on va dire, f4 et f32 ou f22. Ça va être toujours entre f8 et f11 vraiment le meilleur résultat, f16 un petit peu moins, mais on va dire entre f8 et f16 que j'aurai le meilleur résultat ici. Donc pour utiliser cette mire, pour finir là-dessus, je vous disais, placez-la bien à plat, votre objectif bien au centre. Vous faites la mise au point généralement en manuel avec plusieurs mises au point différentes du coup pour regarder laquelle est la meilleure et faire vos tests sur la meilleure netteté en fait que vous obtenez. Ensuite, un éclairage uniforme. Et puis voilà, en haut, sur votre appareil photo, excusez-moi, sur trépied pour être sûr de ne pas bouger. Je dirais même, faites un truc si votre appareil photo le permet, c'est de faire en fait avec une position miroir relevée de manière à même éliminer la vibration que vous pouviez avoir et une télécommande de manière à ne pas faire vibrer votre appareil photo en appuyant dessus. Voilà ce que vous pouvez faire. Si vous n'avez pas de télécommande, faites-le avec le retardateur. Voilà comment on utilise cette mire. Maintenant, je vais vous montrer 3 sites en fait que j'utilise quand je veux choisir un objectif et voir la netteté que je vais obtenir au niveau de la qualité objectif appareil photo. Alors, bien souvent, chaque laboratoire va avoir son unité de mesure. Là, on va parler de LW/pH. Qu'est-ce que ça veut dire? LWPH, c'est quoi? C'est exactement le nombre de bandes que je vais pouvoir compter sur la hauteur de ma photo. Donc en gros, c'est le nombre de bandes que j'aurai sur mon tirage à la fin. Les 3 sites les plus connus sont Photozone, DP Preview et DxO. Personnellement, j'utilise beaucoup plus le troisième. En fait, ces 3 sites sont connus comme étant vraiment indépendants des constructeurs, résultats assez fiables. Par exemple, DxO vient de sortir une étude qui montre que le 70-200 ouverture 2.8 et le 70-200, oui, ouverture 2.8 et le 24-70 ouverture 2.8 chez Canon, Nikon et Tamron ne sont pas de la même qualité. Nikon étant largement à la traîne, Canon juste derrière Tamron et Tamron juste devant tout le monde. Pourtant, quand on regarde les gammes de prix, c'est exactement l'inverse. Tamron, Canon, Nikon. Dire que le moins bon est le plus cher et le meilleur est le moins cher. Alors, je vous montre ce que j'utilise moi en général, donc DxO ici. Pourquoi sur DxO ? DxO, vous allez pouvoir faire des comparaisons, vous voyez, entre les différents objectifs. Par exemple, ici, je vous ai sélectionné le 24-70 f4, le 24-70 f2.8 version 2, il y a 2 versions en fait ici, et le 24-105 f4 pour vous faire voir. Ce qui va nous intéresser ici, c'est ce qu'on appelle le sharpness ici, c'est-à-dire en gros la résolution que j'obtiens ici. Alors vous voyez qu'ici, ils utilisent PMX, c'est-à-dire le nombre de millions de pixels que je vais obtenir à côté. Donc ici, ce qu'il me dit, c'est que sur le f4 70-200, j'obtiens 13 millions de pixels. Sur le 70-200, j'obtiens 15 millions de pixels, excusez-moi. Et sur le 24-105, j'obtiens seulement 12 millions de pixels. Ceci dit, en fait, c'est pour quel appareil photo, puisque je vous ai dit que c'est les deux. Ben justement, ici, ce site va me permettre de comparer selon le type d'appareil photo que je vais choisir. Vous voyez ici, il est sur le Mark II. On va comparer avec le Mark III pour voir. Donc, vous voyez, sur le Mark II, en fait, je disais ici 13, 15 et 12 millions de pixels. Si je mets ici sur le Mark III, alors il faut mettre les 3 sur le Mark III évidemment, à chaque fois il recharge un peu la page, c'est un peu lent, mais... Donc on va mettre ici le 5D Mark III, alors 5D Mark III ici, 5D Mark III ici, et évidemment le 5D Mark III ici, hop, voilà. Donc on voit ici qu'avec le même appareil photo, 22,1 millions de pixels, en fait il fait exactement le 5D Mark III. J'ai pas du tout la même résolution selon l'objectif que j'utilise, puisqu'ici les objectifs passent de 12 à 16 millions de pixels. Donc on voit qu'ici j'aurai une meilleure résolution sur le 24-70 mm, ouverture 2.8, version 2,
que si j'utilise le 24-105 ici, qui a le plus basse résolution. Comme je vous le disais tout à l'heure, plus vous augmentez la distance focale, et plus la résolution est basse. Là, ça se vérifie pourtant sur des sériels. Alors, les sériels chez Canon sont faciles à voir. C'est celles qui ont le liseré rouge dessus. Si je prends ici mon appareil photo, vous voyez ici, le liseré rouge qui est ici, là. C'est la sérielle, c'est les meilleurs objectifs, on va dire, de chez Canon. Et malgré ça, vous voyez que j'ai pas du tout la même résolution selon l'objectif que j'utilise pourtant sur le même appareil photo. Donc ça, c'est un bon point à vérifier. Alors évidemment, il y a d'autres, ils montrent la distorsion et tout ça aussi sur ce site-là. Je vous conseille d'aller le voir avant d'acheter un objectif pour vérifier. Ceci dit, tous ces sites sont en anglais, malheureusement. Si vous ne parlez pas anglais, ça va être un peu chaud, mais Google Translate vous permet de savoir à quoi vous copiez simplement sharpness, à quoi ça correspond. Vous verrez que ça correspond à la résolution en fait ici. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les objectifs quand vous devez les choisir. Regardez ces 5 paramètres-là, la distance focale que va courir votre objectif, donc en gros combien vous pouvez zoomer et dézoomer, l'ouverture, si c'est une ouverture fixe, une ouverture coulissante, et si c'est une ouverture coulissante, à combien elle s'ouvre, entre un objectif 3.5, 5.6 ou 3.5, 6.3 ou 4, 6.3, le prix ne sera pas du tout le même. Dans l'ordre où je vous l'ai donné, le dernier coûte beaucoup moins cher que le premier. Ceci dit, à 6.3, quand je suis zoomé à fond, j'ai beaucoup moins de lumière que quand je suis à 5.6, donc il est plus sombre. Il est plus petit, plus léger, mais il est plus sombre. Il est moins cher aussi, mais moins bonne qualité. Comme on le voyait tout à l'heure, le nombre de millions de pixels généralement aussi est moins bonne, c'est-à-dire la résolution de votre objectif en 3.5, 6.3 est moins bonne qu'en 3.5, 5.6 en général, et a fortiori moins bonne que si vous avez une ouverture fixe comme le f4 par exemple ou le f2.8. Les deux autres paramètres à prendre en compte, donc le paramètre 3 et 4, c'est si vous avez un stabilisateur ou pas, sachant que le prix va changer énormément si vous avez un stabilisateur ou pas. Alors, il me semble que c'est Sony ou Pentax, je ne sais plus, que je ne dise pas de bêtises, il me semble que c'est Sony ou Pentax en fait qui est stabilisé directement au niveau de l'appareil photo et non pas au niveau des objectifs, ce qui fait que vous pouvez économiser déjà là-dessus. La vitesse de mise au point, c'est aussi un quatrième critère à prendre absolument en compte. Et surtout le dernier critère, le cinquième que beaucoup de gens ne connaissent même pas, c'est la résolution. En fait, qu'offre votre objectif et du coup, quel couple vous aurez sur votre objectif appareil photo au niveau du nombre de millions de pixels. C'est idiot d'avoir un appareil photo qui est capable de faire 50 millions de pixels si de l'autre côté, vous avez un objectif qui vous permet seulement d'en faire 6 ou 8. Amusez-vous à regarder le 18-55 généralement vendu avec votre appareil photo par défaut. Vous verrez que par exemple sur DxO, pour le 18-55 de chez Canon, ils s'affichent même pas la résolution possible tellement elle est minable. Donc pour vous donner un ordre d'idée, donc n'achetez pas n'importe quel objectif, vérifiez ces 5 critères-là si vous voulez acheter des objectifs. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que Deviens photographe, c'est aussi une page fan sur Facebook. C'est aussi un compte sur Twitter. Vous avez évidemment la newsletter comme d'habitude. Vous avez le groupe sur Google+, qui n'arrête pas d'augmenter. Vous avez évidemment la page fan sur Google+. Et enfin, vous avez la chaîne YouTube, mais ça, vous y êtes sûrement déjà inscrit. Sur ce, bonne photo, éclatez-vous bien et bonnes vacances.